Parce que je voudrais voir si on arrive à invoquer un esprit. On va appeler Maurice. Maurice, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose, Maurice, sur les bugs? Dès le moment où nous avons commencé à programmer et à exécuter nos programmes, nous nous sommes rendus compte, non sans surprise, que ce n'était pas si facile que nous le pensions d'écrire des programmes corrects. Découvrir le débogage, c'était un peu comme découvrir la Lune. Et je me souviens du moment exact, de l'endroit exact. Il y avait à un étage le lecteur à bande magnétique et à l'étage au-dessus l'ordinateur. Je redescendais pour modifier la bande de mon programme et à cet instant, il m'est apparu qu'une grande partie de ma vie à venir serait consacrée à trouver des erreurs dans les programmes que j'avais moi-même écrits. Et attendez, parce que je crois qu'on va aussi entendre Betty. On était plusieurs à travailler avec le docteur von Neumann sur les codes d'instruction de l'ENIAC. Je suis parti pour Princeton un jour en me disant que si j'en trouvais le courage, il faudrait lui parler de cette instruction d'arrêt qui nous permettrait de mettre au point les programmes plus facilement. Donc je lui dis un peu timidement, n'aurions-nous pas besoin d'une instruction d'arrêt dans cette machine? Il répondit, non, non, pas besoin d'une instruction d'arrêt. Je suis rentré chez moi très inquiète. En fin de compte, cela faisait des mois que nous étions jour et nuit à débugger cette machine. La semaine suivante, après avoir apporté quelques évolutions au code, je suis retourné le voir avec la même question. Il m'a donné la même réponse. Cette fois, j'ai tenu tête. Je lui ai dit, Dr von Neumann, nous sommes des programmeuses, il nous arrive de faire des erreurs. Alors, d'un signe de tête, il a cédé et on a ajouté l'instruction d'arrêt. Chers amis, chers collègues, ces deux voix d'outre-tombe, c'était celle de Maurice Wilks, né en 1913, mort en 2010, créateur de l'ETSAC, un des tout premiers ordinateurs des années 50, et celle de Betty Holberton, née en 1917, morte en 2001, une des 6 programmeuses de l'ENIAC, deux pionnières et pionniers de l'informatique. Quant à moi, je m'appelle Laurent Bossavi, je travaille chez WeValue, un cabinet de conseil. Et avant de vous parler du sujet principal, je voudrais juste savoir rapidement, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu dans le blues de venir à une conférence sur le craft, l'artisanat, alors qu'on est en train de nous dire que l'IA va bientôt toutes et tous nous remplacer? Oui, je ne suis pas le seul. Alors en fait, à mon agréable surprise, le programme de cette conférence n'est pas dominé par le sujet de l'intelligence factice, terme que je vais préférer à l'intelligence artificielle. On dirait peut-être un petit mot tout à l'heure sur cette histoire de choix des mots. Oui, on nous dit bientôt, bah voilà, ces algorithmes vont faire le taf à notre place. Donc il y a des gens qui disent, bah nous en fait, on va se contenter d'écrire les tests et les LLM vont écrire le code. D'autres qui disent, non, c'est plutôt le contraire. On va écrire le code et les LLM vont écrire les tests pour voir si ça passe. Et puis d'autres encore qui disent de toute façon, en fait, les LLM vont faire les deux et nous, on se contentera de passer derrière pour débugger. Et vous voyez l'invariant là-dedans, c'est cette question des bugs. Et en fait, moi, ça m'obsède depuis déjà longtemps et j'y reviens périodiquement. Ça m'arrive de quitter le sujet quelque temps pour parler d'autre chose. Ça m'a obsédé pendant les années 2010 et j'avais une théorie sur cette question d'où viennent les bugs. Alors attention, je dis bien d'où viennent les bugs. C'est ça la question qui m'intéresse et pas quoi en faire quand on en a trouvé un. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a trouvé un bug? On le corrige. C'est la seule chose utile à faire. Surtout pas le mettre dans un ticket Jira. Mais par contre, si on savait d'où ils viennent, si on savait répondre à cette question d'où viennent les bugs, peut-être que ça nous permettrait de les éviter et de gagner du temps. Donc j'ai planché sur le sujet, j'ai développé une théorie sur les bugs. Ça, c'est la diapo que j'ai oubliée.
Ça, c'est l'autre diapo que j'ai oublié. Mais du coup, ça va faire mon point précédent, mon point suivant, qui est que ma théorie, c'était que les bugs dans le code viennent des bugs dans le cerveau. Alors, pourquoi cette thèse? Parce qu'à l'époque, j'observais que tout le code qui avait jamais été produit l'avait été par des cerveaux humains. Alors, vous avez remarqué que depuis, ce constat de fait n'est plus vérifié. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que en fait, l'émergence de nouvelles sources, de nouvelles façons de créer du code ne change en fait pas grand-chose. Donc, un bug dans le cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui appartient à cette vaste catégorie de recherche qu'on appelle les biais cognitifs. C'est-à-dire des déviations systématiques de la rationalité qu'on peut constater quand on observe comment les humains se comportent, prennent des décisions, etc. etc. Et c'est ce qu'ont fait, par exemple, les deux chercheurs les plus connus sur le sujet, Daniel Kahneman et Amos Tversky, qui ont été récompensés pour ça, et dont l'ouvrage de référence est le bien connu Thinking Fast and Slow. Il y a des personnes qui ont lu ça? Pas assez. Donc très, très bon bouquin sur le sujet, mais c'est pas tout à fait suffisant. Le point intéressant aussi, c'est que l'être humain pense depuis des milliers d'années. Mais ce n'est que tout récemment qu'on a eu une théorie scientifique sur les erreurs qui perturbent cette pensée. Donc vous voyez, on parle quand même là de connaissances qui sont toutes récentes, ça date de quelques décennies. Et là, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est plutôt une deuxième étape de ma réflexion où j'ai commencé à laisser un petit peu de côté cette première hypothèse, la plus importante, et j'ai commencé à réfléchir en fait à autre chose, qui est le sujet de la communication. Donc, deux cerveaux, mais plutôt que de se pencher sur les bugs dans chaque cerveau individuel, je me suis dit en fait peut-être que les bugs viennent aussi, des bugs dans le code, viennent aussi de bugs dans nos échanges. Puisque j'observais qu'une bonne partie du code informatique produit l'était par non pas des personnes toutes seules dans leur coin, mais des équipes avec des personnes discutant entre elles. Et de la même façon que l'étude des bugs de la pensée est quelque chose de récent, l'étude scientifique des bugs de la communication, c'est non seulement, je ne peux même pas vous dire que c'est récent, en fait c'est à peu près inexistant. Il n'y a pas véritablement de théorie de l'erreur de communication. Peut-être ce qui pouvait s'en rapprocher le plus, qui m'a intéressé à un moment, c'était ce qu'on appelait la sémantique générale de Korzybski, mais qui n'a jamais vraiment réussi à atteindre le statut de discipline respectable, et c'est un petit peu tombé dans l'oubli comme quelque chose de plus ou moins pseudo-scientifique. Il a eu des prolongements intéressants, par exemple, avec Hayakawa. Alors, j'en parle, c'est un bouquin qui est vraiment intéressant pour étudier certains phénomènes. Il y en a un que j'avais trouvé très intéressant à un moment, qui était le phénomène qu'on appelle de satiation ou de saturation sémantique. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on vous répète à longueur de journée sur toutes les chaînes de radio et de télé intelligence artificielle, intelligence artificielle, on voit ça beaucoup avec des gamins de l'âge d'environ 5 ans qui se mettent à répéter un même mot en boucle parce que ça les amuse. Et si vous faites l'essai, vous constatez qu'au bout de... Julie, ça c'est pour toi bientôt. Au bout de quelques temps, vous ne comprenez plus ce que le mot veut dire. Il perd tout son sens. Ça, c'est l'effet de saturation sémantique. À force d'avoir entendu pendant toute la journée, pendant je ne sais pas combien de temps, le terme d'intelligence artificielle, on perd le sens du mot. J'aime bien réintroduire d'ailleurs une autre expression qui serait par exemple l'intelligence factice, théoriquement un synonyme, hein, vous voyez, mais ça n'a pas du tout la même connotation. Alors ça n'a pas été, ça n'a pas été formalisé de façon très scientifique, mais on en tire quand même un certain nombre d'idées et d'outils qui sont utiles en pratique. Et j'aime beaucoup cette slide de Jeff Patton,
qui parle avec brio de produits, qui est le phénomène qui se passe quand tout le monde est d'accord, mais chaque personne est d'accord sur un truc différent. Le mot que j'utilise, que j'aime bien pour désigner cette situation dans laquelle tout le monde est d'accord, mais on n'est pas d'accord sur la même chose, c'est le mot d'incohérence. Et pour avoir une étude un peu rigoureuse, je ne vais pas dire scientifique, mais un peu rigoureuse d'un phénomène, il faut avoir un laboratoire pour l'étudier. Et moi, ça va faire plaisir à certaines personnes dans la salle, mon laboratoire préféré pour explorer les effets de l'incohérence, c'est le dojo de programmation. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait des dojos de programmation. Vu où je suis et vu certaines personnes présentes, je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de réponses positives. Alors, on peut parler de dojo de programmation ou de mob programming. Il y a une distinction entre les deux, évidemment, mais elle n'est pas forcément pertinente là pour ce qu'on va voir ensemble. Voilà, on a inventé ça il y a une vingtaine d'années avec Manu Gaillot, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a été là une des itérations de cette conférence. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le principe du dojo, en très rapide, c'est de se retrouver en groupe pour écrire ensemble un bout de code, typiquement avec un objectif d'apprentissage. Essayer de comprendre la bonne façon ou une bonne façon de résoudre un problème. On appelle ça un kata, c'est un terme qui est emprunté aux arts martiaux. Et l'objectif, quand on résout un kata, ça n'est pas de résoudre le problème en fait en soi. L'objectif, c'est de le résoudre en essayant de poser un geste précis et d'atteindre la précision dans ce geste quand on va le pratiquer au quotidien par la répétition. Bon, l'objectif, c'est l'apprentissage. Hein. Donc, on le répète souvent en début de dojo, l'objectif n'est pas de finir le problème, l'objectif, c'est d'apprendre quelque chose. Et quoi qu'il se passe, en fait, on va apprendre quelque chose. Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans un dojo, c'est qu'on voit des gens approcher un même problème avec des stratégies très différentes. Voilà, on espère que cette diversité de stratégies va se traduire par des solutions robustes. C'est ce à quoi on s'attend, en tout cas quand on travaille en équipe. Mais en fait, en vrai, on voit souvent au début que cette différence de stratégie, ça fait du désordre. C'est un peu, par exemple, là, on imagine que la personne qui pense carré, c'est quelqu'un qui a une grande habitude de la programmation objet, donc qui voit tout en classe. Donc son premier réflexe quand on va introduire le sujet qui est modéliser un jeu de cartes, par exemple, de dire c'est quoi les classes que je vais mettre. L'autre personne est habituée à réfléchir en termes d'algorithme. Donc elle a des notions d'algorithmique, elle va penser invariant, etc. Et puis une troisième qui va plutôt réfléchir en test, voire en TDD. Et donc son premier réflexe, c'est de dire il faut qu'on écrive un test. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles vont réussir à s'accorder. Donc souvent, en fait, moi, quand je suis au dojo, et là, ce que je vais vous raconter juste après, c'est une histoire d'un dojo, c'est un soir au dojo. On pourrait commencer des tas d'histoires comme ça, et là, c'en est une qui est prise parmi d'autres. On se lance sur un exercice, et on voit que ça commence à être le bazar, quoi. Enfin, chacun y va de son idée, on s'écoute pas, on passe 20 minutes, au bout de 20 minutes, il y a Christophe Thibault, notre grand familier du dojo, qui dit ça fait 20 minutes qu'on discute, on n'a pas encore écrit une seule ligne. Et voilà, il nous met un petit peu la honte. C'est un petit côté un peu ridicule. Il y a des personnes que j'ai vues au dojo qui disaient c'est nul, quoi. C'est quoi votre histoire de mob programming? On n'avance à rien. Mais en fait, on est dans la situation de ces trois personnes. Imaginez si, au lieu d'être ensemble en train de se friter sur le problème, elles étaient chacune de leur côté en train de travailler sur la même base de code, sans avoir eu l'occasion de constater même leurs divergences. Et c'est là qu'on va vers le désastre. Donc, point important, c'est cette notion de construction, de cohérence au sein d'une équipe qui va travailler sur du code. À quoi ça ressemble? Eh bien donc, voilà, pour que vous puissiez en avoir une appréciation, le toucher du doigt, c'est un soir au dojo.
Donc un soir au dojo, on travaillait ensemble sur un exercice pas très compliqué, un kata un petit peu connu, qui consiste à modéliser des mains de poker. On est dans un dojo de gens qui sont rompus à certains principes, notamment le test-driven development, donc on commence par écrire un test unitaire qui ressemble à ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui font du Haskell dans la salle? Pas des masses. Eh bien, c'est très bien. Ça fait une petite pression supplémentaire. L'idée, c'est que même si vous ne connaissez pas Haskell, ou même à la limite, si vous ne savez pas, est-ce qu'il y a des personnes qui ne programment pas? Très bien. Mais même si, voilà, même si j'ai fait cette conférence à certains moments, il y a dans la salle des personnes qui ne programmaient pas, je vous promets, je vais tout vous expliquer. Il y a très très peu de code. Et on va essayer vraiment de tout décortiquer. Donc, ça, c'est un test unitaire. On n'a pas encore écrit la moindre ligne de code correspondante, mais déjà, il y a des trucs qui ne vont pas. Est-ce que quelqu'un veut faire une critique? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce code? Ça, c'est un... D'ailleurs, j'aime beaucoup, il y a un format créé par un copain à moi, JB Rensberger, qui était venu notamment à Socrates en 2018. What's not to like about this code? C'est un exercice, c'est apprendre à mobiliser sa pensée critique. En fait, il y a des choses particulièrement qui vont nous alerter sur des potentiels bugs de communication. Un truc qui est bien avec ce code, quand même, c'est que c'est un test. C'est un test. Comme c'est un test, il nous force à réfléchir en termes de quelle API on va utiliser, qu'est-ce qu'on veut raconter, c'est quoi la structure des questions qu'on pose au code et de ce qui nous répond. Donc, on a une fonction qui s'appelle winner, qui prend 2 arguments. Jusqu'ici, c'est pas mal. Should be, on est dans la notation du test unitaire en Haskell. C'est alors les 2 petites antiquotes, tout ce que ça fait en fait syntaxiquement, c'est que ça fait un opérateur infix. C'est-à-dire ça permet d'appeler la fonction should be avec comme premier argument ce qui est à sa gauche et en deuxième argument ce qui est à sa droite. C'est juste une facilité de lecture en fait. On pourrait très bien écrire should be, winner machin, player.left. Ça fait un peu plus syntaxe Yoda, mais ce serait lisible aussi. Donc jusqu'ici, ces éléments-là, c'est plutôt pas mal. Donc on a modélisé une main de cartes, enfin 2 mains de cartes, et on veut savoir qui a gagné. Non, mon problème, en fait, c'est plutôt par ici. C'est la façon dont on les a représentés. Vous voyez pourquoi ça peut poser problème? Oui, il y a un certain nombre de choix, par exemple, qui sont effectivement pas explicités. Alors, pourquoi le H? C'est Hearts en anglais. On a choisi, implicitement, de représenter les couleurs des cartes par leur nom anglais. Club, Spades, Hearts, Diamonds. Et en fait, pourquoi on n'a pas choisi le français? Petite astuce, parce que cœur et carreau commencent par la même lettre. Vous voyez déjà un peu l'arbitraire du truc. Pour les cartes qui ne sont pas des têtes, ça va, on peut les représenter par leur valeur. Mais à partir du 10, on va commencer à avoir un problème. Et puis pour l'As, on aurait pu choisir, il n'y en a pas d'ailleurs, donc on pourrait même presque se dire qu'on n'a pas... si, il y a des As. Je cherche, vous voyez, en fait, voilà, je bug tout seul en communiquant avec mon propre code. On aurait pu choisir A pour l'As. Mais effectivement, on a choisi le 1. Si on laisse ce code en l'état, on pourrait avoir tout un tas de problèmes parce que chaque bout de code en fait, qui va manipuler des chaînes de caractères pour représenter des cartes pourrait potentiellement avoir une interprétation divergente de l'une ou l'autre de ces conventions. Et le problème est plus profond que ça en fait. Le problème, c'est qu'on a une divergence entre un choix de représentation qu'on a fait, qui consiste à représenter une main ou même une carte par une chaîne de caractères,
et le domaine métier qu'on a choisi de représenter, qui est, pour ça que j'aime bien, c'est parce que littéralement ça tient dans la main et je peux vous le montrer, qui est un paquet de cartes. Alors, dans un paquet de cartes, on a combien de cartes? Alors 52 ou 53, ça dépend. Ça dépend à quel jeu vous jouez, enfin, ça dépend des variables. Là, juste pour le fun, on va prendre un paquet donc, de 53 cartes. Donc, on va dire que notre domaine métier, c'est ceci. Et donc, du coup, l'univers des valeurs de notre domaine métier contient 53 entités différentes. Si on prend 2 caractères ASCII, ça fait combien de valeurs possibles? Allez, de tête. 2 puissance 16, bonne pirouette. Donc c'est 65 000 et des poussières, 65 536 très précisément, 256 au carré. Donc vous voyez, on a à peu près 1000 fois trop de valeurs représentables par rapport aux valeurs qu'on souhaite pouvoir représenter. Voilà, donc c'est le moment où on va commencer à parler d'un truc que j'affectionne particulièrement, qui est les langages fonctionnels, et notamment Haskell. Alors, on les appelle fonctionnels parce que l'élément le plus important, l'élément le plus visible dans ces langages, c'est souvent une fonction au sens mathématique du terme. C'est-à-dire qu'une fonction mathématique, quand vous lui donnez les mêmes arguments en entrée, elle vous renvoie toujours la même valeur en sortie, pas d'embrouille avec de l'état. C'est extrêmement rassurant, et puis c'est beaucoup plus facile à mettre sous test unitaire qu'un truc dans lequel potentiellement il y a un objet, par exemple. Quand vous appelez une méthode d'un objet, vous ne savez pas si l'appel de la méthode n'a pas par hasard modifié l'état de l'objet. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un test unitaire, qu'est-ce qui vous permet de penser qu'un test unitaire est valide quand l'appel de la méthode sous test pourrait avoir modifié l'état? Donc, dans un langage fonctionnel, l'avantage, c'est que je peux appeler, chaque fois que j'appelle la même méthode avec les mêmes arguments, un langage fonctionnel pur, je vais obtenir le même résultat. Un autre outil que nous offrent les langages fonctionnels, qui est... je reviendrai là-dessus. Qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle les types algébriques. Les types somme et les types produit. Alors, par exemple, les types somme, pourquoi ça s'appelle les types somme? Parce qu'on peut les additionner. Juste avant, il y a un autre truc qu'on a dans tous les langages de programmation, et je voulais quand même le montrer au début, parce que ça permet aussi de dire qu'est-ce qu'on peut faire qui permet d'éviter des bugs de communication, c'est les commentaires. Mais c'est un artifice purement syntaxique qui ne va pas nécessairement nous éviter de nous retrouver à propager les différentes suppositions qu'on a mises dans le code à tout un tas d'endroits. Donc, on va voir pourquoi les types somme s'appellent les types somme, mais on va quand même commencer par un truc très simple, qui est, on va d'abord faire un type pour une carte, en l'occurrence le joker. Voilà le type pour le joker. Le data, à gauche, c'est ce qu'on appelle c'est une déclaration de type. Donc ça nomme le type. Donc le type s'appelle joker. Et il contient comme valeur la valeur joker. Voilà, donc combien il y a de valeurs dans le type joker? Exactement une, qui est le joker. Ça va jusqu'ici? Tout va bien? Allez, on va monter en difficulté. On va dire qu'on va ajouter les têtes. Bon, c'est pas du live coding, hein, mais on pourrait très bien en faire du live coding, puisque je suis juste en train de vous rajouter une ligne de code l'une après l'autre. On va ajouter les têtes. Hop. Donc, tête, record en anglais. On a toujours le data qui permet d'introduire un type, et on va utiliser le caractère barre verticale pour servir de séparateur entre les valeurs qui peuvent habiter ce type. Donc, par exemple, dans le type highcard, il y a combien de valeurs possibles? 3. Bon, mais puisque vous êtes chaud, on continue. Dans les cartes basses, alors
vous les montre pas toutes par concision, mais on va faire 1, 2, 3 jusqu'à 10. On a une représentation du 10 qui est... voilà, le fait que ce soit 2 chiffres, ça ne nous gêne pas particulièrement. Donc 10 cartes basses, 10 valeurs. Et maintenant, vous allez voir pourquoi on appelle ça des types somme, parce qu'on peut faire ça. Une valeur de carte, c'est ou bien une carte haute, une tête, ou bien une carte basse. Donc, le nombre de valeurs, je le lise correctement, le nombre de valeurs possibles d'un type somme est la somme des nombres du nombre des valeurs des types qui le composent. C'est cette propriété-là qui fait qu'on les appelle un type somme. Alors, on va voir comment ça se passe maintenant pour les couleurs. On a 4 couleurs possibles, donc 4 valeurs dans les types qui représentent les couleurs. Et vous notez que si j'ai une variable qui contient suit, une couleur, je ne peux pas lui affecter autre chose qu'une couleur. Je ne peux pas lui affecter la lettre Z, donc je n'ai pas besoin de faire ce type de validation. De la même manière qu'il y a des types somme, on va trouver des types produits. Ça va nous donner ça. Alors, vous voyez, vous allez me dire, c'est de la triche, c'est juste une paire. En fait, une paire, fondamentalement, dans les langages fonctionnels, c'est un type produit. Et on a la même propriété, c'est-à-dire que le nombre de valeurs possibles dans un type produit, c'est le produit du nombre des valeurs possibles dans les types qui le composent. Ça va? J'espère que vous suivez bien. C'est un langage que, pour la plupart, vous ne connaissez pas. C'est une terminologie un peu nouvelle. Mais vous voyez, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien dans les mains, rien dans les poches. Et c'est un petit peu ça, quand même, l'essence d'un tour de cartes. Mais on arrive justement au moment où c'est magique. Hein, combien on peut avoir de valeurs dans ce type card? 52, 4 x 13. Et là, il y en a qui sont en train de se dire, t'essayes de nous blouser puisqu'on est en train d'oublier le joker. Pas du tout. On refait une somme de produits et d'un type somme qui est un petit peu trivial puisqu'il contient une seule valeur. Voilà, on est à la fin du live coding. Ça s'est très bien passé, tout s'est bien compilé. Mais vous voyez ce qu'on vient de faire? On a modélisé notre cœur de métier, les cartes à jouer, et on a purement et simplement éliminé la possibilité d'avoir quelque part dans nos objets, dans nos valeurs, quelque chose qui ne serait pas une carte valide. Et donc, une mnémonique qu'on peut utiliser pour retenir ce principe, c'est make illegal states unrepresentable, faire qu'il ne soit tout simplement pas possible de représenter un type invalide. Pour le dire autrement, on vient de renforcer le code avec une modélisation qui est cohérente avec nos idées. On a gagné en cohérence. Donc on a gagné en cohérence au sein de l'équipe qui va avoir à maintenir ce code. On ne pourra manipuler que ces 53 cartes. Et donc, en augmentant notre cohérence, on a d'un seul coup, éliminé toute une catégorie de bugs. Tous les bugs qui pourraient surgir du fait qu'on a utilisé une valeur qui serait XX ou XZ, parce qu'au lieu d'interpréter une chaîne de caractères qui est la représentation d'un jeu de cartes, on est en train de décompiler un malware au hasard. Une chaîne de caractères ASCII, ça peut être... alors ASCII, non, mais une chaîne d'octets, ça peut être ça peut être du malware. Mais là, en l'occurrence, non, on ne peut représenter que l'une de ces 53 cartes. Tout ça en prenant le test unitaire qu'on a écrit et en se posant des questions sur ce qu'il nous permettait ou pas d'avoir comme cohérence. Voilà. C'est plutôt pas mal pour un travail avant d'écrire une ligne de code. Bon, alors, peut-être que certains esprits chagrins diront « Oui, mais c'était quand même bien pratique cette représentation avec des chaînes de caractères parce que tes cartes, là, c'est un peu verbeux. Regarde la tête de ton test unitaire maintenant. » Ah oui, bon, ok. Mais on peut... En fait, on dev, hein, donc dans le dev, on a le droit d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ça qui est magique aussi.
je peux très bien faire un truc comme ça. Je peux très bien faire une fonction qui prend une chaîne, qui va parser. En fait, parse, c'est un mot qui est intéressant. Bon, ça fait référence d'ailleurs à enlever les filets d'un poisson en anglais. Je retrouvais cette polysémie assez rigolote. Mais ça veut dire qu'on va récupérer une représentation et renvoyer un objet du domaine, éventuellement en déclenchant une erreur. Alors là, je ne le modélise pas, ça pourrait se modéliser par typiquement un type either en Haskell. J'avais dit que je vous expliquerais tout et qu'on garderait une syntaxe la plus simple possible. Donc voilà, là juste on a effectivement une fonction qui est forcément ce qu'on appelle en langage fonctionnel une fonction partielle. Elle peut ne pas renvoyer de résultat. Si je voulais que ce soit ce qu'on appelle une fonction totale, c'est-à-dire une fonction qui, à chaque input, renvoie un output correspondant, il faudrait que je prenne en compte les cas d'erreur. Mais là, on va dire, mettons, ça lève une exception. C'est pas dramatique. Et puis, on peut avoir la fonction qui fait l'opération inverse, c'est-à-dire qui part d'une main de poker et qui va renvoyer sa représentation sous la forme d'une chaîne. Et en fait, ce que je suis en train de faire en faisant ça, ces deux fonctions, mine de rien, me permettent de délimiter un noyau fonctionnel de mon système, donc fonctionnel au sens de la programmation fonctionnelle, et à l'intérieur de ce noyau, je suis complètement protégé contre les bugs, ou en tout cas bien mieux. Évidemment, on ne va jamais éliminer totalement toutes les sources de bugs. Mais on s'est mis en cohérence, on sait que quand on manipule Poker Card, et puis à un moment donné, on va introduire Poker Hand, on a la garantie de n'avoir que des valeurs valides. Et puis, on va faire une muraille autour de ce domaine fonctionnel et organiser des petites tours de guet, des petites tours de passage, comme les portes d'une cité, et on va ne laisser rentrer que ce qui est valide de ce monde extérieur dans lequel il y a tout un tas de choses contre lesquelles, par défaut, on n'est pas protégé du tout. Pareil, on donne un nom mnémonique à ce principe, Functional Core Imperative Shell, noyau fonctionnel, coquille impérative. Pour comment dire, en cherchant à rendre les états invalides non représentables, on a fait quelque chose qui peut aussi avoir un sacré intérêt du point de vue de la sécurité. Ça a intéressé Sonia. Par exemple, l'histoire avec les accès aux bases de données. Vous savez, les chaînes de caractères, hein, le problème, c'est qu'on peut trouver tout un tas de saletés dedans. C'est le principe de base des attaques d'injection SQL. Et donc, quand on a imposé un poste de sécurité par lequel transitent toutes les entrées qui vont rentrer dans notre système, on est beaucoup mieux protégé contre ça. Et c'est comme ça, par exemple, que la plupart des frameworks maintenant qui permettent de manipuler des requêtes vers des bases de données, soit vous proposent de les construire en composant des objets, soit si vous permettent de fournir des chaînes, vont vous obliger de passer par un point de passage de vérification qui vérifie qu'il n'y a pas des trucs un peu scabreux dans vos chaînes de caractères. Donc c'est le même principe. On a éliminé tout un tas de bugs, mais on a aussi beaucoup moins de code à écrire, puisque tout ce code de validation qu'on pourrait retrouver derrière quasiment chaque fonction qu'on écrit avec un test unitaire, va se retrouver localisé à un et un seul endroit. Donc cette tactique, alors c'est pas quelque chose qui est très bien documenté. Il y a juste un article qui existe avec ce titre-là, mais il y a beaucoup de commentaires et de gloses. Ça s'appelle Parse Don't Validate. Et pourquoi je vous donne les noms et les noms en anglais de ces mnémoniques, c'est là que pour moi on trouve le deuxième tour de magie. Un peu plus subtil. Vous allez voir, ça marche très bien. Ce ne sont pas des recettes toutes faites, ce ne sont pas des choses où simplement si vous décidez que c'est pas des pratiques, vous les mettez en place et ça va marcher par magie. Ce sont des choses que vous pouvez introduire comme des éléments à discuter au sein d'une équipe. Et qui vont pouvoir s'articuler les unes avec les autres. Une autre source très fréquente de bugs dans le code, c'est la mutabilité de l'état. Si je modélisais mes cartes à jouer dans un langage
comme Java ou Ruby, j'aurai la couleur et la valeur, par exemple, représentées par des attributs. Une fois que j'ai produit une carte avec des attributs, je peux potentiellement repasser derrière et les modifier. Je vais donc avoir un état mutable. Et c'est pour ça que je pourrais très bien me retrouver, si je ne fais pas attention, avec deux cartes identiques dans une main de poker, ce qui est en principe quelque chose qui ne peut pas arriver tant que j'ai un seul paquet et un seul jeu de cartes. On veut, autant que faire se peut, éviter de représenter des états invalides, donc ça pose un problème. Dans un langage comme Haskell, ou un langage fonctionnel en général, un langage fonctionnel pur, tous les objets sont immutables. On parle de value object, et on dit, ça c'est encore une heuristique, state is evil, l'état c'est le mal. Pas l'état qui nous gouverne évidemment, mais l'état mutable. Et on pourrait ajouter, je pourrais vous parler de fonctions pures, enfin j'ai déjà un petit peu fait. Si on était en atelier de formation, si j'avais 2 heures ou 8 heures au lieu de déjà plus de 30 minutes, que je risque de dépasser, je pourrais en rajouter encore pas mal. Là où je vous dis c'est magique, c'est qu'en fait, je vais représenter tout ça sous la forme d'un réseau, un réseau d'heuristiques avec leur lien de renforcement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça se tient. Bon, on peut chipoter, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec cette version de comment les différentes heuristiques de la programmation fonctionnelle se renforcent les unes les autres. Au contraire, c'est bien, en fait, au sein d'une équipe, c'est ça qu'on souhaite avoir. On souhaite avoir une discussion sur qu'est-ce qu'on entend exactement par des objets immuables, par parse don't validate, par des petits tests unitaires ciblés sur des éléments de capacité. Dans un langage fonctionnel, vous ne pouvez tester que des fonctions pures, et c'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus faciles à tester unitairement, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, les fonctions pures renforcent la capacité à écrire des petits tests unitaires. On va laisser cette image se dissiper. Si je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ma thèse sur d'où viennent les bugs. Voilà, la réponse, en fait, en réalité, n'a rien à voir avec la technique ou l'outillage en soi. Les bugs, s'ils viennent, comme je le pense, de problèmes de cohérence au sein d'une équipe, c'est là qu'on se rend compte, en fait, que c'est pas non plus l'IA qui va nous sauver. Rien de ce qui est de l'ordre de la technique ne peut venir d'un coup de baguette magique résoudre les problèmes lancinants qui, moi en tout cas, me taraudent depuis le début de ma carrière autour de la qualité et du problème des bugs. Et notamment, il ne faut surtout pas attendre de l'intelligence factice, de l'IA générative si vous préférez, la solution à tous nos problèmes. Donc j'aime bien montrer cette image, même si elle est ancienne, elle prédate ChatGPT, Claude et tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces intelligences factices ou ces LLM? Ce sont jamais que des très grosses matrices, big piles of linear algebra, comme dit le monsieur qui fait XKCD. Et qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est quoi la manière de mettre au point le machine learning, les trucs qui génèrent des choses à partir de grosses matrices? C'est on les touille jusqu'à ce que ça donne le résultat qu'on attend. Ce que va créer l'intelligence factice, c'est seulement aujourd'hui que j'ai décidé que j'allais imposer cette expression, c'est qu'en fait, elle nous le donne effectivement un nouvel acteur. Hein, donc, nous ne sommes plus les seuls êtres sur cette planète à écrire du code. Ok, fine, mais il faut quand même se rappeler que ces intelligences factices ont été créées par l'humain et que donc, comme toute technologie créée par l'humain, elle contient forcément des bugs. On n'a même pas besoin de le démontrer, on a suffisamment entendu parler d'hallucinations, etc. Et donc, il va y avoir communication, non plus seulement de cerveau humain à cerveau humain, mais de cerveau humain à intelligence factice. Donc, nous avons non pas une, mais deux nouvelles sources d'erreur. Il y a la grosse matrice en elle-même,
et la communication entre les êtres humains et cette grosse matrice. Bon, donc, on va être fair play. Je vous dis que l'intelligence factice, qui est une technologie, n'est pas une solution, n'est pas une baguette magique, puisqu'il n'existe pas de baguette magique. Et là, je viens de vous faire l'article pendant un petit moment sur la programmation fonctionnelle, en espérant avoir suscité à tout le moins de la curiosité, j'espère à un moment de l'enthousiasme, si c'est quelque chose qui nous permet d'éviter des catégories entières de bugs pour la programmation fonctionnelle. Moi, je suis un amoureux de Haskell. Je n'ai pas l'occasion beaucoup d'en écrire dans le cadre de mes missions à titre professionnel, mais c'est pas grave. Je me fais plaisir, j'écris du Haskell en coding dojo ou tout seul. Souvent en décembre, pendant Advent of Code. C'est mon kiff. Voilà, j'adore cette période. Si vous ne connaissez pas Advent of Code, c'est un petit calendrier de l'Avent avec des exercices de code. Je trouve ça absolument génial. Mais la programmation fonctionnelle n'est pas non plus une baguette magique. Ce n'est pas quelque chose qui va magiquement faire disparaître les bugs. En fait, on n'a pas d'alternative à réfléchir et à se parler. Mais je crois vraiment très fort que s'approprier en équipe des heuristiques, des principes de ce type-là, des principes génératifs, pas des choses qu'on obéisse. Il ne s'agit pas de remettre du process, mais vraiment de dire qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on en attend, est un levier extrêmement fort de cohérence, et que, à travers cette cohérence, au sein d'une équipe, notre capacité à supprimer des bugs à la racine et à produire un travail de qualité va en être considérablement renforcée. Voilà, la véritable source des bugs, si c'est bien comme je le pense l'incohérence, c'est aussi notre difficulté proprement humaine à nous mettre d'accord. Alors évidemment, la conférence de Christophe me fait un petit boulevard pour vous dire ça. Chaque expérience humaine est unique, c'est à la fois une force, c'est celle de la diversité, et c'est aussi la source de toute notre difficulté. Donc c'est avec ça que j'ai envie de vous laisser, avec, je l'espère, de grands espoirs fondés sur nos capacités proprement humaines à communiquer entre nous, et peut-être avec un brin de désillusion, ou en tout cas un recul critique sur le rôle que va jouer l'intelligence factice à l'avenir dans cette question de la qualité logicielle et du test, du craft aussi, de manière plus générale. Et je vous remercie de votre attention. Bon, petite pub qui commence à être un peu datée, mais cette conférence est tirée d'un article que vous pouvez retrouver en arbre mort ou en digital dans le numéro 263 de Programmer. Et si vous avez des questions, il nous reste 2 minutes. The floor is yours. C'est une question très spécifique, mais je suis intéressé par les références de livres pour avoir des informations sur les premières citations que tu as faites sur les personnes de l'ENIAC, etc., pour mieux comprendre cette période-là. J'ai surtout pris des sources en ligne. J'ai pas lu de bouquin sur le. Donc, c'était l'article Wikipédia sur Maurice et sur Betty. Il doit probablement y avoir. En fait, les sources des citations. Tu as raison, il faudrait que je retrouve exactement les références précises. Je ferai mon work après, je te les enverrai. Question, pause café, question au fond. Alors, c'est pas vraiment une question. Ah. On avait une heuristique là-dessus tout à l'heure. Vas-y, c'est pas grave. Je taquine. En fait, j'avais trouvé une sorte de théorie qui disait que les bugs en fait, sont issus de notre incapacité à produire un langage parfaitement logique. Pourquoi? Parce que ça ne prend pas trop de CPU dans notre tête. Et pour faire un peu craft, et du coup, ce qu'il faut, c'est qu'on s'appuie sur une sorte de triangle, à la fois modélisation mathématique, langage de domaine et
et les codes pour les unifier, c'est-à-dire à la fois produire un langage domaine dans le temps de code et en même temps avoir un retour logique au niveau des. Mettons, on reconnaît des monades, des choses comme ça, qui pourraient nous montrer des points, des angles morts dans notre. T'as prononcé le gros mot. Et en fait, du coup, à la présentation que tu as donnée. Et donc, si tu as d'autres sources à conseiller dans cette. Voilà, est-ce que tu as d'autres sources? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait sur le. Ce que tu viens de dire sur le langage, je pense que tu parles des langages de programmation, mais on peut dire la même chose sur le langage humain en fait. Le langage humain n'est pas parfaitement logique, loin de là. À un moment donné, Korzybski, donc le monsieur qui a inventé la sémantique générale, et il a eu un peu du mal à faire que ça s'implante, était à l'origine d'une idée qui est assez intéressante qui s'appelle e-prime. Donc c'est donc I comme English, the English language, mais prime parce qu'on va le modifier. On va le modifier en lui retirant un mot qui, pour Korzybski, est à l'origine d'énormément de confusion. C'est le mot être. Et donc c'est, enfin, to be. Et je me suis astreint à cet exercice pendant un temps. C'est éviter de dire un tel est quelque chose ou telle chose est quelque chose, parce que ça présuppose que c'est éternel, figé, etc. Et on va beaucoup plus parler en termes de disposition ou de capacité. Et ça amène l'esprit dans une zone un peu différente de celle où on est quand on s'autorise. C'est quand même bien pratique à dire le mot est. Un langage fonctionnel est plus facile à utiliser pour qui, etc. Donc ça oblige à poser ces questions. Donc, effectivement, les capacités du langage à décrire, à raisonner, etc., sont fondamentalement limitées. Et puis en plus, il faut voir aussi, là je ne parle pas de complexité dans cette conférence, mais la problématique de la complexité, et ça c'était l'intervention sur Kinevin, pardon, le rappelait, c'est des domaines dans lesquels la possibilité même de décrire de façon exhaustive des relations de cause à effet n'existe tout simplement pas. Elles sont circulaires. Après, c'est difficile de trouver vraiment des sources. Enfin, moi, Hayakawa, c'est intéressant. La notion même d'heuristique là qu'on utilise, il y a un bouquin qui s'appelle Discussion of the Method, qui a été exploité par mon copain Christophe Thibault pour fonder un atelier qui est super intéressant et très concret. Enfin, on appelle ça l'atelier heuristique. Ça consiste à faire en équipe l'inventaire des heuristiques qu'on utilise ou qu'on pourrait utiliser, et ensuite on les classe selon deux axes. Est-ce qu'elles sont implicites ou explicites? Implicites, on n'en a pas parlé, on ne les a pas écrites. Explicites, on les a écrites dans la doc quelque part. Et est-ce qu'elles sont communément suivies ou appliquées de manière totalement inhomogène ou pas du tout appliquées parce que les gens ne sont pas d'accord dessus? Et on va, par exemple, si dans une équipe, on nous dit on fait du TDD, on peut essayer de le placer. Enfin, quelqu'un parle de TDD et on va dire est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que c'est bien explicité? Est-ce que vous avez une référence commune? Si oui, c'est dans l'un des deux cadrans supérieurs. Et est-ce que effectivement au sein de l'équipe, ce truc sur lequel vous avez peut-être une documentation, est-ce qu'effectivement tout le monde le fait? Ça fait surgir un débat qui est très intéressant sur les trucs qu'on est censé faire, mais que en fait les gens ne font pas. Qu'est-ce que c'est? On appelle ça des problèmes. Les trucs dont on n'a jamais parlé et qui ne se font pas de façon homogène, on va les appeler, c'est les risques. Les trucs dont on ne parle pas, mais que tout le monde fait quand même, par exemple se dire bonjour le matin, c'est la culture. Et les trucs qu'on a écrits et que tout le monde fait, c'est le process. Et voilà, ça donne une orientation. Bon, donc on compense en fait les limitations du langage par ces exercices d'explicitation et d'essayer de faire attention à où on est par rapport à l'incertitude. J'étais trop long dans ma réponse et je vois qu'on commence à taper du pied et il faut passer à la suite.
Du coup, merci encore. Et je suis là demain et je suis là. Si vous avez envie de continuer à en parler, n'hésitez pas à passer me voir.